partie de l'émission Le Monde en 7. Nous continuons avec le Soudan où l'armée a mis fin au pourparlers, a sorti l'artillerie lourde. L'armée a bombardé mercredi les paramilitaires à l'artillerie lourde à Khartoum après s'être retiré des négociations menées sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan menacé de famine. Dans le nord et dans le sud de la capitale, les bases des forces de soutien rapide du général Lemeiti, du général Daglo, ont été sous le feu des canons de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, c'est ce que rapportent plusieurs sources. Toujours avec mes deux invités, Beau-Soleil Obekou et Francisco Napokura. Beau-Soleil Obekou, la situation au niveau du Soudan, on oscille entre négociations et combat. Est-ce que vous sentez de la part des deux puissances en face une volonté de négociation pour trouver une issue négociée, concertée à la situation? Non, pour le moment, non. Il y a aucune volonté des deux parties de pouvoir aller sur la table de négociation et trouver une issue heureuse pour dans le conflit. Chaque camp veut gagner la guerre. Oui. Et le général, le commandant des forces régulières de l'armée soudanaise l'a dit avant-hier que l'armée est prête à poursuivre le combat jusqu'à la victoire finale. Donc ça veut dire que personne ne veut céder, et ni l'armée, ni les paramilitaires. Et c'est ce qui est très inquiétant parce qu'on ne pense même pas à la population, les gens qui meurent. Il y a déjà plus de 1800 morts et d'être déplacés, donc, et une famine qui se pointe à l'horizon. Et au fait, normalement, les cessez-le-feu qui sont négociés par les États-Unis et l'Arabie Saoudite, c'était d'abord pour permettre de venir en aide aux populations. Et c'est des trêves humanitaires pour pouvoir venir en aide aux populations. Mais quand à chaque fois, ces trêves n'ont jamais été respectées, donc ça veut dire que personne ne veut aller à la paix. On veut quand même poursuivre la guerre et gagner la guerre, comme ils le disent. Et je crois que c'est ce qui rend la médiation aussi très, très, très compliquée. On devait quand même, les États-Unis ont quand même brandi la menace de sanctions la fois passée. Mais bon, ça ne semble pas vraiment dissuader. Non, pas du tout. Donc, les belligérants comptent sur leur puissance de feu pour pouvoir arriver à bout de leurs adversaires, et c'est quand même très, très, très déplorable. Et avec ce qui se passe, je crois que rien ne prouve qu'un camp peut avoir l'ascendant sur l'autre, et quand c'est comme ça, c'est que c'est les populations qui en pâtissent et qui sont quand même très menacées. Et lorsque on sait qu'au Darfour maintenant, et on appelle carrément à armer les civils, ça veut dire que c'est la guerre civile totale qu'on peut redouter maintenant. Et vraiment, quand ça commence comme ça, c'est très difficile d'avoir le bout du tunnel, et c'est vraiment dommage. Comment comprendre que les pourparlers initiés par les États-Unis et l'Arabie Saoudite n'ont pas réussi à mettre les deux protagonistes d'accord? Ça va être compliqué. Vous avez parlé des deux puissances en face, mais est-ce que c'est des puissances les deux? Parce que c'est puissance de feu, peut-être. Puissance de feu, parce que les deux sont soutenus par des puissances. Et par des puissances. En fait, c'est toujours cette guerre par procuration. C'est-à-dire, on transporte la guerre de l'autre côté pour amener sur un territoire où on arme les deux. Sinon, quelles sanctions aujourd'hui les États-Unis disent qu'ils balancent? C'est contre le pouvoir régulier ou bien c'est contre le général Dagalo et sa troupe? Parce qu'on ne peut pas imaginer que
un général qui est à la tête d'une division d'élite puisse, disons, être en face d'un pouvoir régulier et que les combats durent jusqu'à plus d'1 mois. C'est-à-dire qu'au moins, la partie qui n'est pas État devait être à court de munitions ou à court de moyens. Mais l'on constate que les deux, même jusqu'à l'utilisation de la flotte aérienne, c'est la première fois qu'une guerre, disons, une rébellion interne à un État va jusqu'à utiliser la flotte aérienne. Donc, disons que tant que les pays africains ne vont pas comprendre que nous sommes manipulés, par des forces étrangères, surtout pour le contrôle de nos ressources, tant qu'on nous comprendra, parce que ça, on continuera de reculer notre continent. Sinon, cette guerre au niveau de Darfour ne devait même pas tenir. Puisque d'abord, quand nous prenons les 2 généraux, c'est que les 2 généraux ne sont pas, disons, disponibles même à rendre le pouvoir aux civils. C'est-à-dire que le pouvoir pour l'armée, ça veut dire qu'ils ont un même objectif. Maintenant, qu'est-ce qui fait le clivage? On sait que la force d'élite de Dagalo a été formée par des puissances étrangères, par les États-Unis et autres. Vrai ou faux? Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le clivage? Est-ce que l'autre est en train de virer vers la Chine? Bon, je sais que c'est la Chine qui était, qui prospérait au Soudan. Et avant la destitution de El-Béchir, voilà. C'est la Chine qui prospérait. C'est la Chine qui avait commencé par, disons, qui exploitait et qui donnait un peu de lueur, d'espoir et de réalisation à ce Soudan lorsque il a été destitué. On a mis en place un autre. On sait qu'entre-temps, il y a la Russie aussi qui est en train d'avoir une base navale. D'accord? Là-bas. Donc, est-ce que c'est ça qui active, disons, l'envie des autres puissances à transporter, par exemple, une partie de la guerre de l'Ukraine au Soudan? Puisque quand vous prenez le Soudan du Sud, pratiquement, aujourd'hui, c'est les Occidentaux qui exploitent le pétrole, les sous-sols. Ils ont même construit des pipelines, des conduites de gaz jusqu'à la mer. D'accord? Donc aujourd'hui, tout ce qu'il y a, toute la richesse autour, quand on voit la zone frontalière avec tout ça là, même le Mali, tout, c'est tout ça qui attire. Il y a le gaz, il y a les pierres précieuses, et il y a le pétrole. Donc, c'est pas, disons, les beaux yeux de l'Afrique qui intéressent les gens, mais quitte aux Africains de voir et de faire la part, voire de se réveiller. On l'a dit tantôt, les pourparlers qui viennent encore d'être rompus, c'était sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Et l'Union africaine en tout cela? Oui, pour le moment, l'Union africaine est muette par rapport et puis cette guerre a surpris peut-être tout le monde. Il est vrai qu'il y a une révolution populaire qui a fait partie Omar El-Béchir et ils se sont attendus, les militaires et les civils se sont attendus pour une transition. Et les militaires, entre-temps, les 2 généraux qui allaient ensemble, se sont attendus pour démettre les civils du pouvoir et de conduire cette transition seuls. Et ils étaient face quand même à la résistance de la population. Mais maintenant, c'est qu'il y a une distension entre eux. Et officiellement, c'est par rapport à un accord non signé qui disait que les miliciens ou les forces d'intervention de soutien rapide devaient être intégrés à l'armée régulière. Et je ne sais pas si c'est ce qui n'est pas encore fait et c'est ce qui amène cette dissension-là
qui va jusqu'à la guerre. Donc, disons que c'est une mésentente entre les deux bords qui veulent maintenant contrôler la situation. Et c'est les civils, on ne parle plus d'une transition ou au bout de laquelle il faut installer un gouvernement civil. Non, maintenant, c'est la guerre totale et je crois que c'est quand même dommage. On devait éviter ça. Quand vous prenez le Soudan actuellement, c'est que c'est un pays pauvre et actuellement, le Soudan a eu par le passé beaucoup de guerres. Et on se rappelle de la guerre du Darfour. Et maintenant que ce qui se passe actuellement, c'est que le pays sombre encore de jour en jour. Et encore qu'il y a la destruction. Le peu qu'on a quand même construit avec le peu de moyens qu'on a, on est en train de détruire tout. Et ça ne peut pas. Et c'est du côté quand même de la force armée régulière qu'il y a la grande artillerie et l'aviation, et c'est eux qui bombardent. Et maintenant, du côté des forces de soutien rapide, eux, c'est l'infanterie. Eux, ils sont quand même plus aguerris pour le combat au sol. Et voilà, il faut chacun croire et pouvoir contrôler, dominer l'autre. Et quand c'est comme ça, c'est quand même parti pour durer. Actuellement, il y a l'équilibre de la terreur, de la force entre les deux. Quelle issue voyez-vous à cette guerre? Il faut forcément que l'un prenne le dessus pour qu'on espère le retour à la normalité? Oui, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Donc c'est ça. Il faut que l'un échoue pour que l'autre prenne le dessus. Mais comme j'ai dit, vous avez vu même au niveau de la Libye avec le général Haftar, tout ça. Et puis bon, quand ils ont les puissances derrière qui les alimentent, ça passe. Donc c'est le même scénario ici. Donc pour que quelqu'un échoue, il a dit, il a parlé de, bien sûr que ceux-ci n'avaient pas beaucoup de matériel au départ, ils n'ont pas la force aérienne, mais ils ont le combat au sol, c'est une force spéciale qui a été, disons, mise en place pour protéger le pouvoir central. Donc bien aguerri, et je dis entraîné et armé par les Occidentaux, et qui, je crois, continue d'ailleurs, parce que s'ils n'avaient pas continué, les réserves de munitions et autres de cette force d'élite devaient déjà finir. Donc si ça continue, ça veut dire qu'il y a une volonté quelque part, soit de faire fléchir le pouvoir central, d'accord? Là, c'est le rapport des forces qui va forcément déterminer la suite. Et dommage que c'est les pouvoirs civils, les pauvres populations qui se sont soulevées juste pour contre l'élèvement du prix de baguettes, de pain, et qui sont rentrés dans une guerre interminable parce que même la transition telle qu'elle a été amorcée avec un coup d'État, et je crois que, comme le dit Macron, on vient d'avoir encore un coup d'État dans un coup d'État. Donc, c'est pas parti pour finir maintenant. De sitôt. Il faut forcément que quelqu'un tombe. On passe au prochain sujet, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui vit maintenant une hausse des prix du carburant. Le carburant qui s'achetait il y a quelques jours à 197 naira est passé à 540 naira. Donc, triplement des prix du carburant dans les stations. Tout juste investi, le nouveau président Bola Tinubu avait déclaré lundi la fin des subventions sur le carburant, l'une de ses promesses de campagne, créant un vent de panique chez les consommateurs qui se sont tout de suite rués dans les stations d'essence, créant d'immenses files d'attente dans les grandes villes du pays. L'équipe de communication du président s'est empressée de préciser mardi que les subventions arriveraient à échéance fin juin, comme budgétisé par l'administration précédente, décrivant l'achat panique de carburant comme inutile. Nous suivons cet élément sur le Nigeria et on fait le débat tout de suite.
Ils essaient de supprimer les subventions du carburant et la subvention cause beaucoup de ravages. Vous pouvez voir partout par vous-même que tout est bloqué. Les véhicules motorisés, les voitures ne bougent pas. Les gens ne vont pas travailler. Ces files d'attente touchent à vire. Personne ne bouge. C'est tellement frustrant et nous avons voté pour ce gouvernement. S'ils vendent à 480 naira par litre, comment voulez-vous que les gens mangent? Comment les gens vont-ils faire? Et pour ceux qui gagnent un salaire mensuel à 3000 naira environ, comment vont-ils réussir à acheter les choses? The NNPC, a private limited liability company. Que la NPC, une société privée à responsabilité limitée, qui a annoncé illégalement le régime des prix dans le secteur pétrolier, refuse de revenir aux négociations pour continuer. Que le Nigeria Labour Congress et tous ses affiliés retirent leurs services et commencent des manifestations dans tout le pays. Et la NPC n'a pas le monopole d'agir illégalement, même en tant que société privée. La NLC, par conséquent, a ordonné à tous les conseils des États et à tous les syndicats industriels de commencer la mobilisation à partir de maintenant pour s'assurer que cette action soit appliquée. From this moment, to make sure that this action is enforced. Des Nigériens. Il faut rappeler que la compagnie nationale de pétrole, la NPC, affirmait lors d'une conférence de presse qu'en dépit du budget provisionné, l'État ne payait plus et que le gouvernement, lui, devait l'équivalent de 5,7 milliards d'euros au titre des subventions visées par celle-ci. Donc, les Nigériens achètent plus chèrement le carburant aujourd'hui dans un pays premier producteur d'or noir sur le continent. Il y a un paradoxe. Oui, il y a un paradoxe et c'est toujours comme ça. Lorsqu'on n'a pas la raffinerie et que le produit, la matière brute est exportée, et c'est ça. Et lorsqu'elle est transformée ailleurs, c'est la transformation qui apporte la plus-value conséquente. Donc, c'est ce qu'il y a. Le problème des pays africains, nous sommes producteurs de matières premières, mais nous ne sommes pas transformateurs, si bien que la plus grande partie du gain se trouve au niveau de ceux qui transforment. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de raffinerie au Nigeria que c'est quand même paradoxal que le prix étant producteur de pétrole et le prix du pétrole pour la population est aussi élevé. Donc la solution, c'est qu'il faut une raffinerie et je crois que Dangote vient d'inaugurer cette raffinerie-là, mais qui n'est pas prêt à être fonctionnel immédiatement. Quelques mois. Il faut attendre même une année, si les calculs ne sont pas exagérés. Et la raffinerie qui a été inaugurée la fois passée n'est pas encore opérationnelle. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une raffinerie et que cette raffinerie-là puisse servir d'abord à la consommation interne au niveau du Nigeria. Donc maintenant, quand on parle de subventions, c'est que ça coûte aussi de grosses sommes à l'État. Il y a beaucoup d'économistes qui quand même dénoncent cette subvention-là. Et il y a d'autres qui disent qu'en suspendant cette subvention, l'argent, on parle de 10 milliards par an, 10 milliards de dollars par an comme subvention. Et au niveau pour le pétrole, c'est quand même grand. Et que ça pourrait servir à investir dans les infrastructures. Rappelons que aussi le président qui a été investi la fois passée a fait campagne sur la suppression de cette subvention. Est-ce que les Nigériens avaient compris ça? Peut-être qu'ils peuvent comprendre ou ne pas comprendre. Mais sur le plan, la réaction laisse croire que... Sur le plan économique, il y a quand même certains qui comprennent. Sur le plan économique, parce qu'il a promis aussi parce que vous savez que c'est la crise économique au Nigeria, donc il a promis de stabiliser l'économie nigériane. Donc, ce qui se passe, c'est que si
en matière, si on veut stabiliser l'économie d'un pays, il faut quand même faire des concessions, faire des sacrifices. Oui. Et l'un des sacrifices, c'est aussi, ça passe par les subventions. Des subventions. Vous voyez que même les bailleurs de fonds au niveau international n'aiment pas surtout le FMI, les subventions, tout ça là. Donc, il a promis, mais il a commencé dès son investiture, il a quand même sa promesse de campagne qui est quand même... qui n'est pas du goût de la population, mais il est obligé de le mettre à exécution. Surtout qu'il pense qu'en supprimant cette subvention-là, le peuple peut gagner ailleurs. Donc, mais c'est quand même douloureux de changer les prix, surtout et en hausse pour la population. Mais c'est un peu difficile. Francisco Napokwa, passer de 197 naira à 540 naira pour la bourse des populations, c'est quand même suicidaire, on peut le dire. Oui, le Nigeria, un pays de tous les maux. Parce que c'est ce Nigeria qui a des centrales électriques qui alimentent les voisins, mais où il y a plus de délestage. D'accord ? Ce Nigeria qui, disons, produit du carburant, le plus grand en Afrique, mais qui malheureusement n'a pas des raffineries. Et quand vous voyez le carburant au Nigeria coûte moins cher, plus cher que le carburant au Bénin voisin, et voire même le carburant de contrebande qui quitte le Nigeria pour arriver même au Togo. Quand vous allez dans la zone d'Anéro aujourd'hui, vous avez 500 francs CFA. Et ça fait 200 francs de différence, francs CFA de différence avec les stations-service. Alors que ça, vous ne le trouvez pas au Nigeria. Donc, ça fait partie de l'une des raisons pour lesquelles le président dit qu'il met fin, n'est-ce pas, à cette subvention. Mais vous avez posé une question, est-ce que les gens ont vu ces promesses de campagne? Quand vous demandez aux Nigériens, ils vous diront que c'est un président mal élu. C'est aussi le malheur des institutions qui organisent les élections, des élections chez nous en Afrique. Et finalement, on proclame des gens et les populations doutent sur leur réelle cote au niveau de la population parce que il est contesté par une masse de Nigériens comme quelqu'un qui a été mal élu. Maintenant, il dit qu'il suspend. Vous avez vu la différence, ça fait plus de... le pourcentage de la croissance de 100 c'est plus de 250%. Oui. C'est énorme. S'il dit qu'il va faire l'économie et que des économistes disent que c'est bien de le faire pour prendre l'argent là et faire autre chose ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas calculé le devant. Le devant, c'est quoi? Ça veut dire que l'augmentation aussi excessive du prix du carburant va entraîner une augmentation générale sur le marché de tous les biens et services. Et ça va pousser, et ça va réduire considérablement le panier de la ménagère et pousser la population dans les rues contre un président qui pratiquement à son élection, on dit qu'il n'est pas régulièrement, d'accord, élu. Et encore qu'il n'est pas militaire, comme Bouhari, qui s'est donné de l'ordre. Lui, c'est un businessman, entre guillemets, quelque part. Bien sûr, là, c'est fait ses preuves dans l'état de Lagos. Mais il n'a pas toute la plénitude de chef d'État d'un pays comme le Nigeria, qui déjà continue de lutter contre le Boko Haram. Et on connaît la nébuleuse de Boko Haram et les complicités au sein des forces de l'ordre et de sécurité, sinon de la haute hiérarchie de l'armée et autres. Donc, il est en train, si on peut paraphraser, peut-être l'idiot qui se tire une balle dans le pied. Parce que augmenter le prix du carburant à ce pourcentage, c'est l'inflation qui va être galopante. Le panier de la ménagère, c'est-à-dire que le revenu des fonctionnaires, des salariés va beaucoup baisser, d'où les mouvements d'humeur pour demander les augmentations
d'accord, de salaire, de revenus ici et là. Et ça, ce n'est pas à son avantage, surtout à ce début de mandat. Écoutez la réaction d'un chauffeur de taxi. Il dit que les gens préfèrent rester chez eux et que j'ai été obligé d'augmenter le prix de la course de 1500 à 3500 naira. Finalement, tout ça, c'est le pauvre Nigérian qui va payer les pots cassés. Oui, bien sûr, c'est la population. Mais ici, c'est qu'on est face à une situation où ce n'est pas l'État qui a augmenté le prix. Et dans l'élément que vous avez passé tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a des gens qui dénoncent l'augmentation du prix par une société privée. Une société pétrolière privée. Donc ici, dans cette situation-là, on parle aussi de la subvention qui va jusqu'à la fin du mois de juin. Le mois de juin ne vient que commencer, mais pourquoi il faut augmenter le prix actuellement? Donc il y a un problème à ce niveau. Peut-être que vous l'avez dit aussi dans ce que vous avez lu, que la société pétrolière dit que le gouvernement lui devait 5,7 milliards d'euros. Oui. Donc peut-être qu'elle anticipe, au moins pour ce mois-là, pour pouvoir peut-être recueillir ce que l'État lui doit. Donc ce n'est pas la suppression de cette subvention-là qui augmente le prix de 197 naira à 500 et quelques naira. Oui. Mais c'est la société pétrolière qui a augmenté ces prix-là. Et beaucoup de syndicats au niveau du Nigeria se lèvent contre ça. Bon, on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Je ne crois pas que l'État puisse permettre à cette société de pouvoir maintenir ce prix-là comme ça. Encore que la subvention va jusqu'au mois jusqu'à la fin du mois de juin, ils vont trouver quand même un terrain d'entente pour la dette que l'État a vis-à-vis de la société pour que cette manière d'augmenter brusquement le prix du pétrole n'entraîne pas d'autres choses dans le pays. Alors, Bouhari, Beausoleil l'évoquait, vient d'inaugurer sa raffinerie qui va être véritablement opérationnelle qui ne va être opérationnelle que dans plusieurs mois. Mais dans une situation comme ça, avec des prix très volatiles, on peut se réjouir d'avoir enfin une raffinerie nationale. Au fait, c'est Dangote, c'est la raffinerie de Dangote. Oui, Dangote, bien sûr. Mais comme on a voulu faire hommage, bien donner à tout honneur, toute gloire à Bouhari, de pouvoir inaugurer peut-être cette raffinerie avant de partir. C'est comme le patron de Beausoleil qui a inauguré une centrale Kekeli vers la plage au Togo. Jusqu'ici, on ne sait pas si cette centrale fournit l'électricité au Togolais. Et sur ce point de carburant, vous avez dit une raffinerie vient à point nommé. Ça aussi, ça permet peut-être à la raffinerie de pouvoir vendre à son coût de production. Tout ça, là, c'est des milliardaires. Quand vous prenez les deux, là, Dangote et le nouveau président, c'est des gens qui comptent des milliards. Donc, Dangote ne va pas sortir son carburant pour vendre à 100 et quelques. Donc, déjà, c'est une stratégie, peut-être, pour, n'est-ce pas, ramener le prix du carburant à la normale pour que Dangote puisse avoir son retour sur investissement. Maintenant, Beausoleil l'a dit tout à l'heure, c'est une société privée, c'est les sociétés privées qui ont déclenché l'augmentation. C'est des produits qui font partie des domaines de souveraineté qu'on ne peut pas, aucune société privée ne peut se lever pour augmenter le prix du carburant sans une caution, sinon sans que l'État ne donne son aval. Donc ça veut dire que ce qu'on parle de société privée, peut-être les gens n'ont pas voulu directement dire qu'ils s'attaquent au pouvoir, sinon au nouveau président, mais ils vont vers la société privée, mais c'est l'État qui va leur dire attention, à ce niveau, c'est trop. On l'a fait ici au Togo, lorsque le prix du gaz a été augmenté de façon excessive, mais c'est un truc qu'ils ont envoyé comme un pavé dans la mare. Et comme la réaction de la population n'a pas été à la hauteur de ce que l'autorité pouvait craindre, donc on était parti pour faire un peu en faisant une petite diminution et pour dire que ça fait un écosystème gouvernemental. Donc c'est la même chose qui se passe là, c'est des stratégies
bien orchestré par le pouvoir central en intelligence avec des sociétés privées. Mais ceci, quand on voit déjà l'augmentation du prix du transport, ça c'est le transport des passagers. Maintenant, quel sera le transport des marchandises? Le transport des marchandises, parce que le Nigeria ne vit pas en vase clos. Bien sûr, le Nigeria, c'est un pays côtier avec beaucoup avec des ports qui reçoit énormément de marchandises, non seulement pour la population, mais à destination des pays sans littoral. Mais il faut être compétitif pour desservir ces pays. À défaut, pour des pays voisins, les ports voisins, ce serait une aubaine, puisque des gens vont carrément faire partir leurs marchandises sur des ports voisins pour pouvoir desservir les pays où le carburant, sinon le transport est moins cher. Donc l'augmentation du carburant, c'est une bonne chose, mais quand vous le faites, vous ne savez pas le faire en faisant la lecture de ce que vous perdez, ce que vous gagnez. Ce qui va se passer, l'effet boomerang après l'augmentation, c'est que vous allez déserter votre économie. On va évoquer maintenant le dernier sujet, le Togo, cette dernière ligne droite pour le recensement. On passe en zone 3 maintenant. Fini la zone 1, la zone 2 s'est achevée et la zone 3 a bien évidemment débuté. Beausoleil Obekou, en tant qu'acteur politique, bien évidemment, vous avez un œil sur ce qui se passe au niveau du recensement électoral. Je crois que vous êtes en zone 2, votre fief électoral. Quel regard global avez-vous porté sur le déroulement en zone 2 ? Oui, et sur le déroulement en zone 2, moi j'avais participé même, j'étais dans la zone 2, dans ma préfecture, lors du recensement. D'ailleurs, je me suis fait inscrire sur la liste électorale là-bas. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'engouement. Et par rapport au recensement de 2018, il y a beaucoup d'engouement. Et aussi, c'est une satisfaction parce qu'avant, en 2018, il a fallu faire beaucoup de sensibilisation, aller même appeler les gens dans les maisons pour venir s'inscrire. Mais cette fois-ci, les gens étaient déjà préparés. Il est vrai que nous avons sensibilisé sur les médias et par d'autres moyens aussi les gens, mais il y a quand même cet intérêt-là de toute la population pour le recensement et cette carte d'électeur. Donc, au niveau de la zone 2, vous allez voir que même dans certains villages, dans ces petits villages, après 5 jours de recensement, presque tout le monde s'est fait recenser. Et dans des grandes villes, des gros villages, et dans la ville de Badou, puisque c'est la préfecture de Wawa Badou qui est le chef de la préfecture, et il y avait même à la fin du 7e jour, il y avait quand même cette affluence-là, et le fait de prolonger le recensement de 2 jours a permis à ce que beaucoup de gens soient quand même recensés. Et c'est une satisfaction et que la population s'est mobilisée pour ce recensement. Et ça prouve que par rapport à 2018, comme je l'ai dit, il y a quand même cette évolution de la mentalité, ou surtout du fait de comprendre que c'est un devoir quand même, pour un devoir citoyen, de pouvoir se faire inscrire et avoir la carte pour pouvoir voter le moment venu. Francisco, zone 2 mieux qu'en zone 1? Oui, nettement mieux que la première zone. Vous savez, la première zone, ça a été totalement une catastrophe. C'est une catastrophe puisque sur environ normalement 2 millions qu'on devait inscrire, ils ne sont qu'à 900 et quelques mille. Ça veut dire qu'il y a un gros travail encore à faire. Et que dans la première zone, n'oubliez pas, avec tout cet tâtonnement, les gens même ont été tentés de soudoyer, sinon soudoyer même des agents recenseurs pour pouvoir avoir la carte d'électeur. Il a dit, et ce n'est pas pour les élections forcément qu'il y a beaucoup d'engouement, mais il y a beaucoup d'engouement pour la carte d'électeur. Pour ce que les gens pensent que ça peut servir. Parce que moi, je dis aux gens souvent que la carte d'électeur peut amener au paradis. Les gens disent tu exagères. Non,
La carte d'électeur sert à beaucoup de choses. Quand même vous voulez élargir votre compte Etimoni, quand vous tapez sur chose, on parle de pièce d'identité ou la carte d'électeur. Mais ce qui normalement ne devrait pas être dans des publicités officielles. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on est en train de dire aux gens que la carte d'électeur aujourd'hui équivaut faire office à la carte d'identité nationale et au passeport. D'accord? Bon, quand on est dans un pays où il n'y a que 25% qui ont la carte nationale d'identité... Est-ce que c'est normal qu'un pays qui a un fichier électoral qui fait, disons, les 2/3 du fichier électoral soit par témoin? Ça veut dire que le pays ne connaît pas ses enfants. Le pays ne connaît pas ses enfants. Pourquoi? Parce que les gens proposaient pendant des années qu'on en fasse, d'accord, une carte et d'identité, cette carte d'électeur. Je crois que au Mali, le cas, ils avaient fait ça. Je ne sais pas, le Mali l'avait fait. Je crois que la Côte d'Ivoire aussi avait imité. Et c'est au Togo qu'on pense que les Togolais ne sont pas suffisamment mûrs pour prendre, c'est-à-dire avoir une seule carte pour dire que c'est ma carte d'identité, c'est ma carte d'électeur. Et c'est au Togo qu'on ne pense pas qu'on peut organiser des élections cumulées. Comment c'est cumulé ou jumelé? Oui, cumulé. Voilà, que ça soit une élection au lieu de faire, on en viendra, un régional, un législatif, après bientôt, une présidentielle. Donc, c'est le recensement dans la zone, la première zone a été un fiasco, une catastrophe. Ils doivent revenir là-dessus. La deuxième zone, moi, je me suis fait recenser dans la deuxième zone pour montrer également aux populations que il ne suffit pas de dire que c'est là où je vote que je dois me faire recenser. Là où vous vous trouvez à l'instant T, où le recensement est lancé, vous pouvez aller vous faire recenser là-bas, enrôler, et au même moment, quand vous vous enrôlez, vous dites, là où vous votez, on va aller cocher la case, ce qui vous permet systématiquement d'avoir une carte valable pour votre zone. Mais dommage, j'étais à Kpalimé, dans la zone 2, votre zone, mais j'ai constaté encore pratiquement certains manquements qu'il y a eu dans la première zone, c'est-à-dire que insuffisance de cartes à imprimer. C'est ce qui est gravissime. On ne sait pas si la CENI le fait sciemment, mais nous avons fait un recensement, un 5e recensement, qui normalement nous permet de savoir aujourd'hui qu'à chaque opération ou à chaque projet, ce à quoi nous en tenons. Et pire, c'était le dimanche dernier, à la mairie de Kpalimé, quand j'étais parti pour me recenser, il y a un enfant, un garçon qui va avoir la majorité, c'est-à-dire les 18 ans, le 14 juin prochain, mais on a refusé de le recenser. Alors que les élections seront... Ça c'est peut-être des manquements parce que c'est prévu, ça couvre. La loi est claire, il faut avoir 18 ans le jour où on se fait... Oui, on a dit il faut avoir 18 ans le jour du vote, pas le 18 ans le jour du recensement. La CENI met en place un mécanisme qui permet de recenser tous ceux qui vont avoir 18 ans. Oui, normalement, mais pour le recensement, lorsque tu n'as pas 18 ans, celui qui est sur la machine est déjà programmée. Voilà. Pour prendre en compte. Oui, donc ça veut dire que la programmation... Le cas, c'est quoi? C'est que vous avez dit en juin. Oui. Donc, en principe, la machine devait le prendre en compte. Oui. C'est normalement programmé comme ça. Si ce n'est pas programmé comme ça, la personne ne peut pas lui refuser la machine, ce que je vous dis, c'est que la machine est plus bête que nous. C'est-à-dire que c'est le langage que vous fournissez. C'est ce que vous donnez à un ordinateur. C'est ça qu'il vous produit. D'accord? Ceux qui ont programmé doivent penser que les élections ne sont pas encore programmées et quelqu'un qui aura, disons, sa majorité dans un mois, puisque les élections ne seront que peut-être après les mois de juillet, août, ça veut dire que la personne est d'office, disons, électeur. Mais qu'on lui dise qu'on ne peut pas l'enrôler. Moi, j'ai vu ce garçon, c'est comme il allait avoir les larmes aux yeux. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que ce que nous voulons faire pour ces élections, il faut qu'on le fasse de la plus belle et la bonne manière pour que les Togolais, au sortir de ces élections, puisque les Togolais ont choisi la voie des élections pour choisir leurs dirigeants, même si on ne le fait pas bien, mais au moins cette fois-ci, permettre à tout le monde, tous ceux qui
vont ou bien peuvent s'enrôler, d'aller le faire et ne pas laisser un Togolais sur les carreaux. Oui. Ce que je voudrais ajouter au niveau des gens qui n'ont pas encore 18 ans et qui n'ont pas été recensés, ça c'est clair, hein, parce que ce qui a été programmé, ce qui est dit au niveau des agents recenseurs, tout ça, c'est que quand tu n'as pas 18 ans, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura les élections. Est-ce que c'est en décembre? Si quelqu'un vient avec, et si je suis un agent recenseur et que j'aurai 18 ans en décembre, et quelqu'un qui aura 18 ans peut-être en juin, entre les deux là, qu'est-ce que cet agent recenseur est pour refouler les deux ou bien pour accepter quelqu'un, celui du mois de juin, et rejeter l'autre de décembre? Donc c'est pour cela qu'on a mis le truc à un niveau donné, que si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas te faire recenser. Mais ce n'est pas fini. Vous pouvez quand même, quand les élections, peut-être que si les élections sont à 6 mois après ou à 1 an après, il y a des fois où on fait quand même la révision, où les gens qui n'ont pas pu se faire recenser parce qu'ils n'avaient pas, il manque peut-être 1 mois ou 2 mois, le jour du recensement, peuvent se rattraper. Donc c'est pour ne pas léser certaines personnes. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre dans le règlement ou dans la loi en disant que si quelqu'un, il lui reste 3 mois, on peut le laisser, ou bien s'il lui reste 2 jours, on peut le laisser. Donc la loi est claire pour, c'est la même chose pour tout le monde. On n'a pas encore 18 ans, c'est qu'on ne peut pas se faire recenser. Oui, on ne sait pas recenser. Attendez. Ce que je sais, le jour du recensement, en principe, les machines sont programmées pour prendre en compte tous ceux qui doivent avoir 18 ans dans l'année de vote. Parce que ce que vous dites, par exemple, si mettons que le vote n'a pas lieu en décembre et qu'on tombe en 2024, le monsieur a déjà 18 ans depuis. Oui, donc je sais qu'en principe, les machines sont programmées pour prendre en compte ces cas-là. Sauf qu'on ne connaît pas quand est-ce que le vote aura lieu, à l'heure où on fait le recensement. Vous et moi, à l'heure actuelle, on sait que... Non, mais à l'heure actuelle, on sait que le corps va être constitué. Quand le corps va être constitué, il faut au moins 1 mois, ou bien avant les élections. Ce qu'il y a, vrai ou faux, mais on ne maîtrise rien, mais ce qu'on dit, on peut quand même le supposer. Oui. On sait c'est l'homme qui programme, ce que je veux dire, c'est l'homme qui programme la machine. Il faut qu'en programmant la machine, qu'on soit plus intelligent que cette machine-là. Parce qu'on est en train de laisser des Togolais sur le carreau. Le jour du recensement, ce n'est pas le jour de vote. Les gens auront l'âge. Donc, il y a aussi, c'est le lieu, qu'on puisse revoir cette façon à chaque élection, révision. Si l'on laissait comme ça, les machines. Aujourd'hui, on est en mesure, 117 communes, comme on le dit, ou bien 117 communes au Togo. On peut mettre une machine dans chaque commune et des agents pour que la chose se fasse régulièrement, qu'on n'attende pas qu'il y ait des foules et autres. Et puis les machines qu'on utilise sont déjà mais au niveau de la loi, lorsque c'est programmé partout et dans le droit, si il te reste peut-être 3 jours pour avoir ta majorité, pour avoir 18 ans, lorsque ces 18 ans-là ne sont pas quand même établis, tu ne peux pas te jouir de ce droit-là. Oui, et donc, on a fait face à beaucoup de ces cas aussi sur le terrain. Donc, je ne dis pas... Si je le dis, c'est parce que le cas que vous avez eu, ce n'est pas qu'on l'a triché, mais c'est partout, quoi. C'est ce que moi, on les a mis sur le carreau. C'est-à-dire ils sont toujours... on les a trichés. Si ils ne prévoient pas... S'ils ne prévoient pas, après, enrôler ces personnes, d'accord, ces personnes, sachant qu'au moment où on était en train de recruter, les gens vont avoir après 18 ans. D'accord? Il faut forcément retourner pour aller c'est un point qu'on va faire clarifier par la CENI. J'ai ouvert le code électoral pour me retrouver, mais on est déjà à la fin. Je ne pourrai pas retrouver l'article, mais la CENI va devoir éclairer sur ces points. Merci, Beau Soleil Obekou, d'être passé dans cette émission. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Merci, Francisco Napokura. Merci, Samuel. Et merci, coucou à tous les téléspectateurs. Et puis bientôt, je serai dans la zone 3
dans la zone. Non, plus pour se faire recenser. Hein. Non, plus pour se mettre, pour aller constater également de visite. De toute façon, on a des gens sur le terrain. Merci à tous d'être restés avec nous. On se revoit samedi.